Cette traversée en bateau, c'est le chemin qu'a emprunté le terroriste néo-nazi Anders Behring Breivik le 22 juillet 2011. Sur ces eaux norvégiennes, il se rend à Utøya, une petite île paisible sur un grand lac à 40 km d'Oslo. Sa particularité, elle appartient à un parti politique, AUF, la Ligue des jeunes travaillistes. Il est 17h, la vie de centaines de jeunes présents pour un camp d'été vire au cauchemar. Un homme, habillé en policier, s'est donné pour mission de les tuer. J'ai vu 2 personnes que je connaissais se rapprocher d'un officier de police. J'ai aussi vu ce policier sortir son arme et tirer sur eux. J'ai couru de la cafétéria où je me cachais dans cette direction, vers le lac. Les secouristes ramènent les corps de jeunes tués par balle. La Norvège subit la pire attaque de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus tôt dans la journée, le terroriste cible le bureau du Premier ministre. L'attaque à la voiture piégée fait 8 morts et 15 blessés. À Utøya, les jeunes encore en vie tentent de fuir par la mer, dans une eau à 14 degrés. Le tireur a traqué ses cibles pendant 1h30. 69 adolescents et membres du Parti travailliste sont abattus. À un moment donné, j'ai dû m'allonger et me cacher au pied des falaises. Le terroriste était assez proche et je n'avais plus d'autre choix que de nager. Par chance, j'ai été récupéré par le bateau d'un riverain. L'eau du lac était froide, c'était dur de nager, parce qu'en plus, j'étais à 2 km du rivage. 10 ans après, nous sommes retournés à Utøya pour comprendre comment cette génération s'est relevée. Lorsqu'il a survécu à l'attaque terroriste du 22 juillet 2011, Gaute avait 16 ans et s'était engagé depuis 1 an dans les jeunesses travaillistes. Il perd alors ses 2 meilleurs amis lors du massacre. Il se relève, aidé et inspiré par les autres membres du parti. En 2015, les activités ont repris à Utøya avec de nouveaux édifices. Gaute tenait à nous montrer ce bâtiment au centre de l'île. Ici se trouve le Hangdoset, c'est-à-dire le bâtiment qui conserve la mémoire. Tout est conservé en l'état depuis 10 ans. Les survivants et le parti ont fait de l'ancienne cafétéria un lieu de mémoire. Chaque pilier en bois à l'intérieur représente une victime, et les piliers plus fins les survivants. L'idée est que les survivants du camp d'été encerclent ceux qui ont perdu la vie. Pour moi, cette construction est importante, tout comme pour AUF. Ici, les impacts de balles sont gravés dans le mur. Ils ont souhaité conserver les stigmates du massacre, notamment pour les générations futures. À 26 ans, le vice-président d'AUF, la Ligue des jeunes travaillistes, donne une conférence sur l'île où il a failli perdre la vie. C'est lui, désormais, qui motive les jeunes de son mouvement. Il veut faire comprendre aux membres d'AUF qu'ils sont ici, chez eux. C'est important pour moi que chacun se sente ici à sa place, comme à la maison. Il n'y a personne dans cette salle à qui l'île appartient plus qu'à un autre. Face au traumatisme du parti, le vice-président se fait le porte-voix de la lutte contre le racisme et la radicalisation. Les fascistes jouent avec la peur des gens. Ils disent « ça va aller, nous allons vous protéger contre vos peurs, nous prendrons soin de vous ». Les conférences sur l'île permettent aux jeunes du parti de se rencontrer et se forger une opinion politique. Utøya, c'est aussi un camp d'été qui attire des centaines de jeunes de tout le pays depuis 1950. Les leaders travaillistes transmettent leur engagement vers ceux qui représentent l'avenir du mouvement. Au sein d'AUF, ces adolescents forment le plus grand parti de jeunes du pays, avec plus de 10 000 membres. Ces jeunes dorment sur place à Utøya et partagent aussi des moments de vie comme ce petit déjeuner.
C'est la première fois que je me rends ici. Dès que je suis sortie du bateau, ça m'a paru irréel. Et quand j'ai posé les pieds sur l'île, j'avais plein de choses en tête. Je suis très fière d'être membre d'AUF. J'ai vraiment apprécié le discours de Gaote. Les choses dont il a parlé étaient importantes. C'est la 5e fois que je viens ici, donc je commence à être habituée. J'aime beaucoup aller sur l'île. Elle représente 2 lieux différents pour moi. Parce que vous avez le parti aujourd'hui avec tous mes amis et vous avez aussi le côté historique d'Utoya. Cet arbre fait le lien entre survivants et nouveaux membres. Chacun peut accrocher ou lire un message. Tu es fort, tu n'es pas seul, on est là pour toi. Ce sont vraiment des messages importants. Être ici à Utoya, c'est si paisible, la nature est belle, il y a de merveilleuses personnes. C'est difficile à imaginer toutes les choses qui se sont passées ici. Utoya, bien plus que les attaques du 22 juillet 2011. Continue comme ça. À 2 pas, autre lieu de mémoire. Tous les noms des victimes d'Utoya sont inscrits sur ce cercle infini. Pour moi, c'est important de pouvoir venir ici, réfléchir et avoir un moment tranquille. Ce qui est étrange pour moi, c'est que les noms de mes 2 meilleurs amis sont inscrits sur cet anneau. Ils n'avaient que 15 et 17 ans. Et quand je vois aujourd'hui ceux qui ont le même âge, je me rends compte à quel point ils étaient jeunes. C'est un lieu de recueillement où personne n'est mort. Un endroit neutre, calme. La première fois que je suis venu à Utoya, c'est la première fois que je me sentais à la maison. Peu importe qui tu es, ce à quoi tu ressembles, qui tu aimes ou encore ce en quoi tu crois, nous n'excluons personne de notre société afin qu'ils ne se radicalisent pas et dans le pire des cas, deviennent extrémistes. L'extrême droite en Norvège menace encore la gauche et les minorités, comme le groupe anti-islam Sian, un des plus influents en Europe. L'organisation provoque, comme lorsque son leader Lars Thorsen traîne un Coran en public. Les manifestations contre le groupe sont fréquentes. Sian est contesté et représente toujours un risque pour une grande partie de la population. Des débordements ont souvent lieu quand le leader réunit ses membres devant le Parlement pour diffuser leur discours islamophobes. Nous avons rencontré Lars Thorsen face au Parlement norvégien, le Storting, à Oslo. L'agitateur a toujours une GoPro sur lui. Cet adepte de la théorie du grand remplacement craint d'être agressé par les communistes, les musulmans et même par la police. C'est un fait. L'islam est responsable d'un génocide. La majorité des attaques terroristes sont commises par des musulmans. Nous sommes les derniers à poser problème. Ancien membre des Jeunes Travaillistes, son engagement politique a radicalement changé. Le sigle du groupe Sian signifie arrêter l'islamisation de la Norvège. La Norvège est menacée par la religion de la paix. Le principal but de ces prospectus est de faire une courte introduction sur l'islam et expliquer pourquoi l'islam est un problème. Le fait que Breivik dise quelque chose ne veut pas dire que c'est faux. Cela veut simplement dire qu'il y a une opinion pertinente. On peut être un tueur de masse, un lunatique et avoir une part de vérité. La plupart des activistes d'extrême droite, dont les radicaux et les plus virulents, ont tendance à se désolidariser des actions de Breivik, mais pas de son idéologie. Les tueries de Breivik n'ont pas éteint la haine anti-islam, au contraire. Ce journaliste de la chaîne nationale TV2 a été visé par des propos xénophobes lors de la couverture d'une des manifestations de Sian. D'un seul coup, j'ai entendu mon nom. Je me suis tourné et une membre de Sian m'a interpellé directement, ce qui est peu commun. Ma réaction immédiate a été de sourire et d'acquiescer. Là, elle m'a demandé si j'étais un Pakistanais. J'ai dit oui. Et elle m'a dit « Qu'est-ce que foutent les Pakistanais en Norvège ?»
Kadhafi Zaman n'est pas le seul à avoir reçu des menaces d'extrémistes. Au Parlement, Mani Husseini, député et ancien président des Jeunes Travaillistes, a subi des attaques sur ses origines kurdes syriennes et ses positions politiques. Mon nom est Mani Husseini, ce qui n'est pas un nom norvégien habituel, il sonne exotique. Le député Husseini est athée, mais certains affirment qu'il va instaurer la charia en Norvège. Les réseaux sociaux relaient des messages d'une grande violence de la part de ses opposants. Le comité électoral m'avait suggéré comme nouveau président d'AUF, et là, ce gars écrit que le comité électoral devrait être tué. Il est même caricaturé en singe. Fais attention à ce que tu dis, Husseini. Sinon, cela sera pire pour toi. Rappelle-toi, nous sommes bien plus nombreux que toi. Et nous allons te mettre à terre. Ma façon de me protéger, c'est de ne pas lire les messages et d'en faire abstraction. Les extrémistes estiment qu'il est plus dur d'exprimer leur opinion depuis 2011. Au sein du gouvernement, la liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux, est une priorité. Mais la question des menaces reste préoccupante. Ma mission, ici, au Parlement, est de m'assurer que tous les Norvégiens sont en sécurité. Twitch, Discord, TikTok, Instagram, toutes ces plateformes attirent les organisations et individus qui essayent d'influencer, de radicaliser et de recruter d'autres gens dans leur rang. Bouquet de fleurs à la main, Gaute fête la victoire de Jonas Gahr Støre, le nouveau Premier ministre, qui a remporté les élections en septembre dernier. Le chef du gouvernement norvégien a accepté de nous répondre sur les menaces que font peser les extrémistes. Il faut toujours être vigilant, il faut comprendre les menaces, il faut les confronter. Dans la société, il y a beaucoup de forces qui sont saines et qui luttent contre et c'est un espoir dans cette génération, nouvelle génération. Cette victoire aux législatives, la première depuis 2012, n'est pas sans conséquences. On retrouve Gaute et ses équipes au bureau des Jeunes Travaillistes. Depuis leur élection, ils sont aussi plus exposés, comme Nimra et Daniel. J'ai aussi reçu des lettres parce que je suis d'AUF. Je les ai eues dans ma boîte aux lettres. Je suis transgenre. J'ai publié un article dans un journal national à la suite de quoi j'ai reçu un message qui sous-entendait que les trans devraient être violés, ce que j'ai trouvé plutôt effrayant. Les membres du bureau d'AUF s'entraident lorsqu'ils font face aux menaces. Gaute tient à rappeler les risques liés à l'extrême droite. Il n'y a aucun doute que l'extrême droite et ses activistes constituent la plus grande menace pour la société norvégienne. Si tu parles à n'importe quel jeune de gauche en Norvège, presque tout le monde a déjà reçu au moins une menace de mort. Je dirais qu'AUF est une grande famille. Chacun se connaît et pour moi, le parti m'a tellement apporté. Je ne dirais pas que j'ai peur de faire partie d'AUF à cause des attaques de 2011, mais j'ai clairement plus conscience du danger. Comme nous le constatons ces 10 dernières années, le mouvement social-démocrate norvégien a survécu aux attaques visant notre mouvement, notre organisation et notre combat continue. Les jeunes travaillistes se sont engagés au sein d'AUF pour diverses raisons. Les AUFers ont des parcours différents, mais toutes et tous se rejoignent sur des valeurs de gauche. Au pied de la cathédrale d'Oslo, le jardin des Roses de Fer est un endroit hautement symbolique. C'est aussi un lieu cher à Eilina, jeune militante de 20 ans. 1000 roses en fer représentent celles déposées au lendemain des attaques. Les tueries de Breivik ont été l'événement déclencheur de son engagement. Je pense qu'être au courant m'a poussée à m'engager parce que je voulais vraiment contribuer au changement. Depuis l'enfance, Eilina est marquée par ce qu'il s'est passé le 22 juillet. Dans son petit village, un voisin s'est fait tuer à Utøya par Anders Breivik. Une raison pour elle de continuer le combat de ceux qui n'ont pas survécu. Ça a touché toute la ville et les villes voisines se sont réunies et se sont montrées compréhensives. Finalement, tout le monde partageait cette peine. Eilina mène un combat contre l'extrémisme, mais aussi contre l'oubli.
Nous ne sommes pas survivants et nous ne sommes pas non plus trop jeunes pour n'avoir aucun souvenir. Nous formons en quelque sorte le lien entre les deux. J'ai l'impression que c'est le rôle de ma génération de transmettre l'histoire de ceux qui ont survécu, mais aussi des victimes. Elle nous a accueillis chez elle, dans sa résidence universitaire en périphérie d'Oslo. Voici mon petit studio étudiant, et là se trouve mon placard avec tous mes vêtements. C'est pas très rangé, mais je vais vous montrer mes préférés. Pour préparer sa conférence, Aylina a l'embarras du choix entre ses vêtements à l'image du parti. Son engagement passe aussi par les vêtements qu'elle porte, un moyen d'afficher ses idées et de se démarquer. Pour la conférence, je vais porter ce sweat que je trouve très amusant. Même si j'aime porter ces t-shirts, ils peuvent représenter une cible dans mon dos. J'ai commencé à écrire mon discours sur plein de carnets, comme celui-ci avec le Premier ministre dessus. Son nom est Jonas Gahr Støre, mais on l'appelle tout le temps Jonas Gahr Superstar. Issu d'un milieu modeste, son engagement à gauche est marqué par la lutte contre les inégalités. J'en ai marre de ne pas être vue et autant considérée que les riches, aussi parce que je suis étudiante. À 2 heures de la capitale norvégienne, nous suivons Aylina prête pour sa conférence. L'étudiante s'adresse à une nouvelle génération de militants. C'est mon ancien lycée. C'est un lieu significatif pour moi parce que c'est ici que j'ai réellement commencé la politique. Revenir là me tient particulièrement à cœur pour tenir une conférence, parler du racisme et plein d'autres sujets importants à mes yeux. Des sujets leur tiennent à cœur. Écologie, féminisme, lutte des classes. Mais la thématique essentielle pour ces jeunes est le danger des extrêmes. Aylina dénonce la complaisance de certains groupes radicaux pour Breivik. Et le meilleur pour la fin. Nous sommes plus en sécurité avec Breivik qu'avec les musulmans. Peut-être que Siad n'est pas un groupe violent, mais il pousse des gens, comme elle, à diffuser encore plus de haine. J'étais un peu stressée ce matin, mais je pense que je m'en suis bien sortie. En Norvège, tous les lycées organisent leur propre élection avant chaque scrutin national. Si j'ai un message à faire passer aux jeunes Norvégiens et Norvégiennes, engagés ou non en politique, c'est de ne pas avoir peur de prendre position et libérer la parole sur les sujets qui les concernent. Après une matinée politique, ils se retrouvent ensemble à l'heure du repas. Finalement, les tueries de Breivik ont davantage soudé le parti. Je trouve cela super sympa. Nous apprenons à nous connaître, découvrir nos centres d'intérêt et reconnaître AUF en tant qu'organisation à part entière. Aylina est la référente locale au niveau des questions de discrimination et d'extrémisme. Elle a vraiment saisi l'essentiel des enjeux. Leur appartenance passe aussi par des activités plus ludiques. Mais la politique n'est jamais très loin. Par exemple, ce sweat que vous avez remarqué, je l'ai eu quand on a manifesté contre un groupe. Aylina en a parlé. Il s'appelait Sian. Les produits dérivés sont un moyen d'occuper l'espace public, particulièrement dans un contexte électoral. C'est mon sticker préféré. Tu peux t'identifier à notre Premier ministre. Dans toutes les écoles où nous nous rendons, il y a des stickers d'AUF partout. En fait, Aylina et moi, nous travaillons sur un projet où nous allons dans les écoles pour parler de ce qu'il s'est passé le jour des attaques. On devrait apprendre à l'école ce qu'il s'est passé le 22 juillet 2011. Quand j'ai reçu mon diplôme au lycée, je n'avais pas entendu parler une seule fois de ces attaques en cours. Au-delà des militants, la lutte contre l'oubli se joue aussi à Oslo, au centre du 22 juillet. Ce lieu de mémoire accueille des collégiens et lycéens et informe sur les attaques de 2011, pas toujours enseignées à l'école. Une exposition est ouverte au public depuis 2020, un moyen de lever le tabou dans la société norvégienne. Ce cours est construit à partir de citations. Nous demandons aux élèves d'analyser et réfléchir sur les différentes approches des attaques du 22 juillet 2011, parce qu'évidemment, de nombreux événements historiques peuvent être interprétés de différentes manières.
Dans cet atelier, les élèves relient des images des crimes de Breivik avec des citations. Je sens que c'est comme si nous avions une compréhension plus visuelle des personnes qui sont affectées par ces attaques. Norvégiens, musulmans, le monde, la démocratie et la liberté d'expression. Les adolescents explorent le centre lors d'une visite libre. Ils s'informent sur ce 22 juillet et ce que les jeunes travaillistes ont subi ce jour-là. Ces lycéens ne connaissent pas toute l'histoire autour des tueries de 2011. AUF, c'est un parti politique, je crois. Ouais, le parti des jeunes travaillistes. Ah oui, c'est ça. Réfugié du Kosovo, Sadiq Chaka est un des 5 éducateurs du centre. Il estime qu'entretenir la mémoire est essentiel pour cette génération, trop jeune pour se souvenir des attaques. La mémoire et l'enseignement vont de pair. Je pense qu'apprendre est une manière de ne pas oublier. C'est plus facile de retenir quelque chose que tu comprends. Si cette classe est présente ce jour-là, c'est aussi pour une raison particulière. Une des victimes à Utoya était une élève dans notre école et nous en avons parlé en amont. Cette jeune fille a eu des funérailles très particulières. Elle était la première de toutes les victimes à être enterrée pendant une cérémonie partagée entre un prêtre chrétien et un imam musulman. Pour moi, c'est important d'amener mes étudiants pour leur montrer qu'on peut vivre ensemble et changer les choses. Ces adolescents de 14 ans s'identifient plus que jamais aux victimes. C'est un sujet vraiment sensible. Bah oui, ça aurait pu être nous, ils avaient notre âge. Notre école nous a instruits, mais en dehors, on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Et plusieurs interprétations existent. Dans le débat public, plusieurs théories s'opposent sur les motivations de Breivik. Certains croient que c'était une attaque visant la démocratie, mais d'autres estiment que c'était principalement une attaque contre le Parti travailliste. Donc vous voyez, il existe différentes confrontations dans le débat public pour interpréter et comprendre ces événements 10 ans après. La Norvège tout entière a été touchée par les attentats les plus violents de son histoire récente. Beaucoup souhaitent rappeler que les attaques de 2011 visaient les jeunes travaillistes. Le plus important, c'est que l'attaque était calculée. C'était un acte extrémiste nourri et préparé que la société a laissé se construire. C'est un acte politique et motivé contre AUF parce qu'ils détestaient ce que nous défendions. Ils ont été tués parce qu'ils étaient membres d'AUF. À la demande de son mouvement de jeunesse, le Parti travailliste s'est engagé à créer une commission sur l'extrémisme et la radicalisation en prévention d'éventuelles attaques. Peut-être qu'une commission qui se focalise sur l'émergence et le développement des mouvements d'extrême droite serait utile. Ça serait intéressant de voir les progrès au niveau politique, mais j'ai grand espoir pour l'avenir. Retour à Oslo, où des traces de l'explosion sont toujours présentes. Tourné vers l'avenir, le nouveau gouvernement travailliste se veut le plus représentatif possible. Le Premier ministre a nommé 2 survivants d'Utoya. J'ai dans mon cabinet, dans mon gouvernement, 2 membres, 2 jeunes membres qui ont survécu à Utoya, qui sont parmi une génération nouvelle avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'ambition et beaucoup d'expérience. AUF a montré que ce qu'il a essayé de détruire, il n'a pas réussi. C'est vraiment incroyable comment ils sont restés forts et ont fait face à tout ça. Ce que l'on observe, c'est une génération mature et qui n'est plus naïve. Ils ont conscience de la menace croissante envers les démocraties. Les 10 ans du massacre d'Utoya ont été l'occasion de libérer la parole et de retrouver de l'espoir pour les survivants et les membres d'AUF. Ceux qui ont été touchés en 2011 sont restés silencieux. Depuis cette année, ils ont pris la parole pour la première fois en 10 ans. C'est important de leur montrer que je n'ai pas peur. Je ne laisserai pas les extrémistes me menacer. Je continuerai mon combat tant que j'en aurai la force. La politique, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une question de vie ou de mort.
J'ai de grands espoirs pour mon parti et pour mon mouvement. Quand je vois ces jeunes militants aujourd'hui, le plus jeune a 12 ans, je trouve que c'est une belle façon d'honorer ceux qui ont péri. Les victimes du 22 juillet 2011 ne sont pas mortes en vain. Leur mission pour un monde meilleur persiste, grâce à la nouvelle génération. Condamné à 21 ans de prison, la peine maximale, Breivik a demandé sa remise en liberté en janvier 2022. À son arrivée dans la salle d'audience, il a de nouveau affiché ses idées néo-nazis, comme lors de son procès. Anders Behring Breivik pourrait être libre dans 10 ans.